octobre, en demandant à chacun, dans son entreprise, de regarder quelles sont les revendications particulières qu'on met en avant. À tel endroit, ça va être les salaires, à tel endroit, ça peut être la précarité ou la réglementation du travail, ça peut être les conditions de sous-traitance, bref, que chacun regarde dans son entreprise qu'est-ce qu'il est urgent de mettre en avant, de se mobiliser et essayer d'obtenir des négociations et des avancées pour les salariés à cette occasion-là. Alors ça va s'illustrer par des manifestations dans tout le pays, par des arrêts de travail que l'on souhaite décider par les salariés eux-mêmes. On ne va pas dire tout le monde en grève, c'est aussi à discuter entreprise par entreprise. Ça peut être un agrégage d'une heure, d'une demi-journée, ça c'est à chacun. L'essentiel étant qu'il y ait le maximum de salariés qui se mobilisent d'une manière ou d'une autre ce jour-là. Voilà la perspective que nous avons. Et bien évidemment, nous comptons d'abord sur ce qu'on appelle le rapport de force, le nombre de salariés mobilisés sur ces sujets-là. Alors, on veut parfois nous convaincre, au plan syndical, on est dans une séquence où tout dépendrait d'un seul rendez-vous, l'élection présidentielle. Je vais vous en dire un mot. Bien évidemment, en tant que syndicat, on est intéressé par les échéances politiques. C'est un moment de démocratie, les citoyens participent à la réflexion, au débat, vont choisir, mais nous savons d'expérience, et la CGT a une très longue expérience. C'est le syndicat le plus ancien dans le pays, donc on a une longue expérience. Qu'il ne faut pas s'en remettre à un seul rendez-vous électoral, quel que soit ce résultat, pour que automatiquement les revendications des salariés soient prises en compte. Et faire ça défaire le procès de personne. Parce que les pressions sur le type de politique à mettre en œuvre sont très fortes. Vous voyez aujourd'hui que ce sont des agences de notation, ce sont les banques, quasiment, qui font les ordres du jour des conseils des ministres. Les marchés, on entend aujourd'hui parler tous les jours des marchés comme un objet un peu non identifié. On ne sait pas trop qui sont-ils, qui les commandent, la logique du marché impose que. Donc, quels que soient les élus en place, la pression entre ceux qui ont intérêt à faire reconnaître le capital et ceux comme nous qui ont intérêt à faire reconnaître le travail et les travailleurs, c'est une affaire aussi de rapport de force. Et les élus, quels qu'ils soient, sont au milieu de ces rapports de force. Et si les salariés, eux, ne mettent pas en avant leurs attentes, leurs exigences, il n'y a personne d'autre qui fera à notre place. Il n'y a personne d'autre que nous pour dire qu'au niveau des salaires, ça n'est plus praticable. Au niveau de la flexibilité, des conditions de travail, c'est une autre tendance en France lourde. Nous sommes le pays où le taux de productivité par heure de travail effectué est la plus élevée au monde. Le volume de richesse produite par un salarié qui travaille en France, pour chaque heure de travail, est la plus importante de tous les pays développés. Mais ça a une conséquence directe. C'est qu'on ne peut pas faire travailler les salariés à des cadences ou à une intensité la plus élevée au monde sans que ça ait des répercussions sur son état physique, psychique, mental, au point qu'on a aujourd'hui des nouvelles pathologies, des nouvelles maladies qui ne sont pas forcément liées aux mêmes méthodes de travail qu'en d'autres temps, qu'il y a certaines tâches qui sont toujours physiquement pénibles. D'où par exemple une revendication de reconnaître pour les métiers pénibles un droit au départ en retraite anticipé par rapport aux autres salariés. Ce qu'on n'a toujours pas obtenu. C'est aussi une ligne de combat qu'on doit poursuivre. Mais il y a d'autres formes de pathologies liées aux objectifs, au stress, aux situations d'isolement au travail. Donc on voit que la conséquence d'une productivité sans cesse plus importante et qui est exigée sans cesse plus importante, ça a aussi des répercussions humaines très lourdes. Et si nous ne sommes pas de ceux qui le dénonçons, il n'y a personne qui le fera à notre place. C'est bien nos salariés de dire la réalité de leur travail, voire de leur souffrance au travail. Et de prétendre modifier la manière dont on travaille dans les entreprises. Il
n'y a rien d'automatique à nous faire travailler comme on nous fait travailler aujourd'hui, c'est pas vrai. Maintenant, il y a d'autres formes de travail qui passent par parfois des recrutements supplémentaires, d'avoir des effectifs plus importants, d'alléger la peine de ceux qui sont au travail et d'avoir davantage de monde au travail. Une des autres caractéristiques en France, je m'arrêterai là, sinon je vais être trop long, c'est qu'on ne fait travailler, pour l'essentiel, que les 30-50 ans. Les 30-50 ans. Avant 30 ans, très difficile de trouver du travail. Ou alors c'est des petits boulots. La moyenne nationale pour un jeune, pour obtenir un contrat de travail à durée indéterminée, c'est 27 ans, aujourd'hui. 27 ans. Avant 27 ans, très difficile d'obtenir un CDI. Et après 27 ans, c'est pas gagné, mais enfin la moyenne, c'est 27 ans. Et puis après, quand on regarde l'autre bout de la chaîne des âges, à partir de 50 ans, danger, menace de licenciement. 300 000 suppressions d'emplois des plus de 50 ans depuis 2008. Et on nous a expliqué, vous vous souvenez de ça, on va reculer l'âge de départ en retraite, mais rassurez-vous, les entreprises vont faire davantage de place aux anciens. Voilà. À partir de 50 ans, on rentre dans la zone où le licenciement est encore plus... le risque de licenciement est encore plus important. Donc on se retrouve dans un pays où, de fait, on fait travailler principalement les 30-50 ans. Avant 30 ans, c'est très difficile. Après 50 ans, ça devient de plus en plus rare. Un pays ne peut pas durablement fonctionner et vivre en ne faisant travailler qu'une toute petite partie de sa population à des rythmes sans cesse plus importants. Donc on a aussi des moyens, des atouts, et de quoi montrer qu'il est possible au travail de répartir la charge sur une population plus nombreuse. On a des jeunes qui peuvent travailler plus tôt et dans des conditions plus viables. Il n'est pas normal que les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus avoir de projets personnels, de projets de vie, de projets d'installation, de création d'une famille, avant d'arriver à 27, 28, 29 ans. C'est pas normal cette situation-là. Voir des salariés qui, près des 60 ans, au motif qu'on a changé les règles, retombent à des niveaux de misère parce qu'ils sont à la fois licenciés et qu'ils ne peuvent pas encore avoir la retraite. Et on a aujourd'hui des cas sociaux, moi hier à Bertrand, on a parlé de non-assistance à personne en danger. Après 40 ans de boulot, se retrouver avec 350 € par mois parce qu'on n'a plus le droit à la retraite, pas encore droit à la retraite, voilà. Donc voilà, je développe peut-être un peu trop longuement, mais je voulais un peu décrire la situation que vous connaissez, mais l'analyse que fait la CGT, et en se disant que tout ça n'est pas inéluctable. Tout ça est le résultat de choix. C'est pas un phénomène naturel, un phénomène lié à la météo, comme si on ne pouvait rien faire, comme s'il n'y avait pas d'autre option, même si tous les jours on nous explique qu'on essaye de se débattre dans tout ça et il n'y a que les mesures retenues aujourd'hui qui seraient praticables. Non, il y a d'autres options. On a donné des chiffres. Vous voyez, dans le budget de l'État, par exemple, on a redit, bon, déficit des finances publiques, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Tous les ans, l'État verse 170 milliards d'euros aux entreprises au nom de l'emploi. L'État, les collectivités locales, soit sous forme de subventions directes, soit d'exonération de cotisations. Mais quand on exonère de cotisations sociales, qui est-ce qui en paye les conséquences? C'est les salariés. C'est ça de moins, par exemple, de ressources sur la sécurité sociale. Et après, on nous explique qu'il y a un déficit de la sécurité sociale, donc on ne peut plus rembourser les médicaments, donc etc., etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Donc il y a d'autres mesures possibles, à la fois dans les recettes pour l'État, parce que l'État a besoin de moyens pour assurer la vie aux collectivités, évidemment, et il y a aussi d'autres mesures possibles dans les dépenses de l'État. Et nous disons par exemple qu'il n'est pas normal qu'il y ait de l'argent public qui continue d'être donné aux entreprises à l'aveugle, indépendamment de ce qu'elles décident sur l'emploi ou les salaires. On a aujourd'hui des entreprises qui font des dividendes importants, qui versent des bénéfices à leurs actionnaires dans des proportions importantes, qui continuent de toucher de l'argent public. Alors on dit, mais à ce moment-là, il n'y a qu'à faire un